Audio Jungle. Les différents et magnifiques écrins de nouveau opérationnels cette fin de semaine après la pause du rencontre de réglage des sélections. La Première Ligue nous propose 2 derbys à Londres et à Manchester. L'Espagne, l'Allemagne, l'Italie et la France. Nous visitons le calendrier avec les spécialistes. Nous évoquons la Ligue des Nations, le dernier carré formé en attendant le Final Four en juin prochain. Puis le débat de ce numéro s'attaque aux blessures à foison des joueurs de foot. Trop de matchs pour plus d'argent. Le foot business, quels impacts sur les acteurs clubs et quelles solutions à venir. Et le Madovon et Théo Javon vont se charger de la manette technique et vidéo. Rendez-vous 752 de PFE. Plus d'infos, plus de fun. Salut sportif à toutes et à tous. L'actu du foot européen sur la radio qui mouille le maillot. Right now. Je ne serai pas seul, ils sont tous présents, les spécialistes. Franck Nouyama, Guten Morgen, bienvenue. Angelo, merci, bonjour à toutes et à tous. En pleine forme, hein. Comme toujours. Comme toujours. C'est avec plaisir. Oui, même si à la fatigue, vous êtes un turbo. Hein. On va y aller. C'est un turbo, Formule 1. Ou je ne sais pas. Bon, je vois qui d'entre vous. Lui, il est en blanc. Je ne sais pas si c'est la Maison Blanche. Bonjour Delanov, bienvenue. C'est la couleur du Saint-Esprit. Ah oui, ça, c'est bien trouvé. L'inspiration est déjà au rendez-vous. C'est la même chose. Comment ça va? Je vais très bien. Bonjour Angelo, bonjour le plateau, bonjour à toutes et à tous également. Merci également de répondre à notre invitation. Oui, en face de lui, c'est un coéquipier de Delanov. Pas le mien, pas le mien. Lui, c'était beach soccer il y a une semaine. Ça va mieux? Les articulations? Ouais, ça va. C'était du tout pas évident. C'est pas facile de jouer dans du sable. Oui, mais ça va. Tant qu'on est un compétiteur et on est un athlète, voilà, on s'y adapte. Et on transpose cette valeur-là également dans la vie quotidienne. Évidemment. On ne lâche absolument rien du tout. Évidemment. Et il y en a qui ont déjà pris leur retraite, messieurs. On va s'intéresser à 2 joueurs de Chelsea avant de rentrer dans d'autres sujets. Il s'agit de John Obi Mikel. Alors Franck, quand on parle de ce joueur, quels sont les mots qui viennent tout de suite aux lèvres? John Obi Mikel. Je pense que c'est un titan, c'est l'un des meilleurs milieux récupérateurs ou bien défensifs au monde qu'on a connu sur, on va dire, les 15 dernières années. C'est un joueur assez intéressant qui a fait preuve du côté de Chelsea. Oui, qui ne triche pas, qui joue, qui me rappelle quelque part, je veux dire, Alexis Romao. Donc, oui, vraiment, le même registre. Vraiment, c'est un joueur intéressant et des joueurs comme ça qu'on a vu passer, ça ne fait que la fierté du continent africain. À 35 ans, il raccroche, c'est tôt ou bien c'est normal, Delanov? En tout cas, aujourd'hui, je ne crois pas que John Obi Mikel ait encore quelque chose à prouver à qui que ce soit. Oui. Il a fait son temps, comme on le dit souvent, et je crois tout simplement qu'il a décidé. Et c'est une décision pour moi assez sage, parce qu'aujourd'hui, il ne peut plus faire le haut niveau. On sait très bien que c'est quelqu'un qui, durant sa carrière, n'a jamais triché. Franck l'a dit tout à l'heure. Et moi, j'aime beaucoup plus sa palette technique, parce que c'est vrai, c'est un joueur box to box, comme on le dit souvent du côté de l'Angleterre, qui casse les lignes avec des passes également, et il arrive à marquer des buts. Et c'est un plus, et on l'a vu avec la sélection nigériane. Exactement. Aussi, plusieurs fois capitaine. Vainqueur de la CAN en 2013, capitaine de cette sélection-là, et aujourd'hui, il dit bye-bye au monde sportif. 35 ans, John Obi Mikel, 372 matchs avec Chelsea entre 2006 et 2017, 2 Premières Ligues, une Ligue des Champions, une Europa League, 4 FA Cup et puis 2 ligues, 2 coupes de la Ligue avec les Blues. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, il a été, selon vous, remplacé valablement avant que vous ne continuiez à Chelsea? Oui. Oui, bon, en fait, c'est vrai qu'il a fait 372 matchs à Chelsea, mais il n'a pas été titulaire sur tous ces matchs-là. C'est vrai qu'il est passé par des moments très difficiles sous certains coachs, sous d'autres. Il a été beaucoup plus valorisé, on va le dire ainsi. Donc je pense que un des hommes forts de Mourinho à l'époque. Évidemment, des hommes très forts de José Mourinho. Quand on connaît un peu l'amour que l'homme, le coach a pour les joueurs africains, et je pense qu'il a été valablement remplacé. On a quand même vu des milieux
par Kanté. après, oui, comme N'Golo Kanté, qui ont quand même su... Africain également, même si... Et oui, bon. qui ont su jouer le rôle. Quand j'entends également Michael Obi, je me rappelle de 2005, de cette Coupe du Monde junior, où il a partagé le podium avec Lionel Messi et autres. Je pense qu'il a quand même tout fait. De la Novladji n'a rien à prouver à qui que ce soit. Il a valablement rempli son contrat, que ce soit en club comme en sélection. Et il a rendu également grâce au Tout-Puissant de lui avoir donné cette opportunité d'évoluer au très haut niveau. Et ça fait longtemps que je ne l'ai plus vu. Oui, entre-temps, il était du côté de la Chine, il a fait un retour en Première Ligue, et puis derrière, il a vu que, comme vous l'avez dit, il n'était plus compétitif au haut niveau. Il y a un autre également de Chelsea qui a pris sa retraite, Ramirez Santos de Nascimento, brésilien rugueux. Ouais. Très bon milieu de terrain également. Très bon milieu de terrain. Il rappelle un tout petit peu Fernandinho, qui est du côté de City et qui est pris sa retraite aussi. Donc c'est un joueur intéressant qui a fait ses preuves. Il n'a peur de personne. C'est un joueur qui va jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, quand on évoque tous ces noms, ça rappelle plein de choses. C'était du plaisir de pouvoir les voir évoluer. En tout cas, nous, on est des privilégiés. Ça, il faut avoir le courage de le dire tous les jours, de voir toutes ces stars-là qui ont évolué dans les différentes escouades. Ramirez, 251 matchs avec Chelsea, une Ligue des Champions en 2012. On se rappelle, c'était face au Bayern Munich en finale. Et puis, une Première Ligue en 2015. Alors, messieurs, on va s'intéresser à la Ligue des Nations avec le Final Four, désormais formé avec l'Espagne. Oui, l'Espagne, Franck, on reste avec vous, qui finalement surprend le Portugal à domicile grâce à Alvaro Morata à la 88e minute. Des regrets pour lâcher les champs? Naturellement. Des regrets pour la sélection. Cette équipe a envie quand même d'aller chercher une finale. On sait que le Portugal a gagné la première édition de cette compétition. Donc, elle avait envie encore de récidiver parce que la situation s'y prête un peu, on peut le dire, parce que sur ce match, ça fait quand même 19 ans que l'Espagne n'a pu réussir à battre le Portugal à domicile. Et puis au-delà, il suffisait d'un match nul pour les coéquipiers de Cristiano Ronaldo pour passer. Mais à l'arrivée, Morata a fait la différence parce que peut-être les Portugais se sont vus trop beaux. Il ne restait pas beaucoup de minutes. 2 minutes, ils estimaient que peut-être c'était fait un nul qui leur permettait de passer. Donc, ils ont été surpris. Et moi, j'ai envie de féliciter Luis Enrique qui disait avant le match que oui, c'est une finale, qu'il va mettre l'équipe qui pourra battre le Portugal cette fois-ci à domicile après, on va dire, pratiquement 20 ans de disette. Donc, je pense que l'Espagne a été véritablement au niveau dans ce match après la défaite surprise face à la Suisse la journée précédente. Donc, je pense que sur l'ensemble du match, la Furia Roja méritait quand même de passer, d'aller chercher encore, pourquoi pas, une finale. Et quand on regarde un peu le classement, l'Espagne qui passe devant le Portugal, 11 points, 10 pour la sélection. Doit-on dire que cette équipe portugaise, avec autant d'occasions, Cristiano également en a eu, d'autres également, est-ce que ça craint déjà pour le mondial? Ou bien, on va relativiser? Non, ça craint pour le mondial, puisque quand on scrute un peu cette équipe du Portugal... de très bons joueurs, de très haut niveau. Elle a de très bons joueurs, elle a de jeunes joueurs très compétitifs qui essaient quand même de tirer l'épingle du jeu du côté de l'Europe. Mais en sélection, on constate qu'on ne les utilise pas, on ne les titularise pas. C'est ce que vous constatez. Je ne comprends pourquoi Joao Félix a fait presque tout le match sur le banc l'autre fois, pendant que Cristiano Ronaldo ne se retrouvait pas. Il était tout le temps dans le match. Dans le doute. On a quand même vu un Cristiano Ronaldo timoré sur des occasions où Cristiano Ronaldo, sans même réfléchir, met la balle au fond. Il a du mal à tout simplement les contrôler. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit quand même changer un petit peu beaucoup de choses. Le sélectionneur, lui, il est toujours là, Fernando Santos. Malheureusement, il est là. Bon, on ne sait pas si dans les jours à venir, avant la Coupe du Monde, il sera remplacé. Ce sera très difficile d'ailleurs. Oui, ça c'est clair. Mais on espère quand même qu'il y ait beaucoup plus de réglages dans cette sélection. Vous attendez un changement? Puisque moi, je pense qu'avec les joueurs, avec l'effectif que le Portugal
il peut faire mieux que ce qu'on a vu l'autre fois. Et quand on sait que Alvaro Morata, il a toujours été imprévisible. Tout à fait. Voilà, il a surgi de nulle part. Il a fait du mal à cette équipe du Portugal qui pensait déjà être qualifié dans le Final Four. Je pense que c'était logique. Avoir vu tout le match qu'on a vu la copie présentée par les Portugais. Je pense que c'était logique. Voilà, c'est parce que l'Espagne aussi n'arrive vraiment pas à être efficace devant le but que le score est resté là jusqu'à la 88e minute. Il faut rappeler que Luis Enrique, quand il était à la conférence de presse, il a fait un peu la fine bouche, que attention aux autres équipes qui vont rencontrer l'Espagne, qui sont prêts à aller jusqu'au bout de ce mondial. On attend de voir. Vous voulez placer un mot là-dessus avant de parler de l'Italie? Sur l'Espagne, on se disait la dernière fois que c'est vrai, l'Espagne a été battue à domicile par la Nati, par la Suisse justement. Mais comme je viens de le dire, on sentait venir que l'Espagne pouvait montrer un tout autre visage au niveau du Portugal, et on l'a dit. Et la dernière fois, on a vu que Luis Enrique était bien préparé, il a su bien préparer ses hommes pour aller faire ce combat-là, et ils sont revenus avec la victoire haut les mains. Ah oui. Moi, je suis souvent d'accord avec lui parce que c'est un entraîneur qui a une vision, qui travaille avec les jeunes, les Gavi, les Pedri et tout ce qu'il y a, justement. Les Ferran Torres. Maintenant, dans l'émotion, faire ce genre de déclaration, attention, ceux qui veulent nous jouer doivent très bien jouer parce que justement. Bon, je pense que c'est l'émotion et peut-être qu'il sera surpris. Vivement. En tout cas, on attend de voir une belle copie de la part de la Roja lors de cette compétition qu'est le mondial qui arrive à grands pas. On parlait tout à l'heure de l'Italie. L'Italie, mine de rien, qui gagne face à la Hongrie 2-0. Au départ, c'était un retard à l'allumage. Aujourd'hui, quand on considère le classement, l'Italie qui est qualifiée avec 11 unités, 10 pour la Hongrie, 7 pour l'Allemagne, 3 pour l'Angleterre. La Hongrie était quand même bien partie pour accrocher ce ticket-là pour le Final Four. Après avoir battu l'Allemagne et après avoir battu surtout l'Allemagne. Et pourquoi vous dites surtout? Parce que c'était l'Allemagne en face. En tout cas, c'est une grande nation de football. Il faut le reconnaître. On s'attendait que la Hongrie fasse un miracle devant l'Italie, mais à l'arrivée, la Squadra Azzurra n'a pas laissé du tout. Deux joueurs intéressants, de la nombre Raspadori et Di Marco. Et puis l'autre là, Gnonto qui va également, très vite également. Qui va très vite. Oui. D'origine africaine. Et donc, je pense que d'origine ivoirienne plus précisément. Ça ressemble à un autre Togolais. Ce n'est pas un Gnonto, s'il te plaît. Et donc Gnonto, tous ces joueurs-là étaient là la dernière fois pour pouvoir mettre du piment dans cette rencontre, aller chercher. Vous avez vu du réveil là de la part de Mancini et ses hommes? Est-ce que c'est du réveil? Parce que pour moi, c'est un moyen pour pouvoir se réconcilier un tout petit peu avec le peuple italien ou bien le peuple sportif italien, parce qu'on sait très bien que Roberto Mancini, depuis quelques mois, c'est vrai que ce coach ou bien ce sélectionneur a eu à remporter l'Euro pour l'Italie, mais derrière on a vu que c'est une équipe qui n'a pas pu se qualifier pour la Coupe du Monde prochaine. Et ce serait vraiment une tache d'huile si l'Italie n'arrivait pas aussi à avoir ce ticket-là pour le Final Four. C'est bien avec cette qualification-là au moins. Ça donne une autre image, un tout petit peu à cette sélection italienne. Qui est toujours au rendez-vous. Franck, on reste dans cette poule-là. 3 buts partout entre l'Allemagne et l'Angleterre. Ah oui, pour Flick, par moment aussi, c'est pas sans peine. Oui, c'est très difficile. Une seule victoire sur les 6 derniers matchs de cette compétition, ce qui veut dire qu'il y a encore des choses à régler. L'Allemagne devrait quand même avoir sa place, on va dire, dans ce groupe. Et puis, depuis le début de la compétition, la Nationalmannschaft n'a jamais eu l'occasion d'aller disputer le Final Four. Ça, c'est une interrogation. Oui, tout à fait. On se demande ce qu'il se passe. Donc, Flick disait que les joueurs doivent faire plus d'efforts, ils doivent être plus confiants. C'est une équipe joueuse, mais à l'arrivée, parfois, il y a trop de manque de réalisme, d'efficacité devant le but. Et on l'a vu la dernière fois. Et puis peut-être, c'est difficile d'avoir une assise défensive parce que l'Allemagne menait 2-0. Exactement. Il y avait les matchs, tout le contrôle. Et après, il y a eu l'égalisation et même l'Angleterre qui passe devant. Exact. Et après, on a réussi à égaliser. Donc, il y a du travail à faire pour la Nationalmannschaft à quelques semaines de la Coupe du Monde. Vous le précisez bien, quand on voit un peu l'axe ou bien le bastion
défensif de la Mannschaft. Il y a Raum, Schlotterberger et puis Zule et Kerrer. C'est pas forcément ça. Lorsqu'on considère ceux qui sont passés comme les Metzelder, les Matt Hummels et tous les autres, Boateng d'ailleurs. Donc c'est un peu frêle cette fois-ci, mais j'espère qu'ils auront l'occasion de pouvoir s'assagir de se corriger avant la grande messe mondiale. La Mannschaft est attendue pour ce grand mondial. On rappelle qu'il y a des jeunes joueurs comme Kai Havertz, le roi Sané Moussiala ou pourquoi pas également Hoffman. Côté anglais, pardon, Serge Gnabry, merci également de le préciser. Vous aimez sa touffe de coiffure, c'est ça? Non, j'aime le joueur. Le joueur. On va parler de l'Angleterre. C'est aussi poussif à ce niveau. Très 0 poussif. victoire dans cette Ligue des Nations, reléguée en Ligue B. Et pourtant, je vous cite quelques noms. Stones, d'ailleurs, Maguire, James Bellingham, Rice, Shawn, Foden, Sterling et puis Harry Kane. Il semblerait même que Maguire porterait la poisse. Ça, c'est les Toujours. La dernière fois, pour préciser, les deux premiers buts sont venus par rapport à ses fautes, penalty et puis un ballon qu'il a perdu. Doit-il aller voir un prêtre? C'est quand même assez bizarre. Franchement. Ouh là là. Mais le sélectionneur lui fait confiance. Oui, c'est ce qui est bizarre et ce qui est intéressant en même temps. Que ce soit, bon, on l'a vécu avec l'autre qui était parti de Manchester United, là. Ole Gunnar Solskjaer, exactement. Il était critiqué. C'est un défenseur qui était critiqué par les fans et par, d'ailleurs, toute la première ligue. Oui. Mais on lui faisait toujours confiance. Même les adversaires de Manchester United critiquaient le défenseur. Mais on lui faisait toujours confiance. Oui. C'est bizarre. Maguire, je pense qu'il doit peut-être se revoir quelque part. C'est pas, on serait en Afrique, on lui donnerait beaucoup plus de conseils. Il serait mieux de revenir au pays, n'est-ce pas? Ouais. Mais en général, Vicente, je pense que c'est cette équipe d'Angleterre déçoit. N'est-ce pas? Elle déçoit, c'est vrai qu'on la connaît. Vous la voyez en régression? Oui, en régression. C'est vrai qu'on la connaît comme cette équipe-là qui n'a jamais été à la hauteur des joueurs qui la composent. Oui, tout à fait. Mais 0 défaite. 0 victoire. 0 victoire. 0 victoire d'ailleurs. Vous voulez leur passer de lui. non. 0 victoire pour l'Angleterre. C'est quand même extraordinaire. Dans une poule où c'est vrai qu'on a l'Italie, la Hongrie. Vous l'avez dit, ils ont quand même des joueurs de classe mondiale. Oui, mais l'Angleterre a quand même les meilleurs joueurs au monde. Donc ils ont joué en tout 6 matchs. Oui, je ne 6 matchs pour 0 victoire. Je ne comprends pas. C'est pas quand même l'Azerbaïdjan ou bien quand même Chypre. Southgate doit être sur la sellette. C'est vrai que c'est un technicien qui est un tout petit peu adulé de ce côté-là, mais sur le terrain, on voit qu'avec cet effectif, un autre coach pouvait apporter mieux parce qu'on sait très bien que c'est un effectif qui est assez aguerri, truffé de talent, Jude Bellingham, Phil Foden. Oui. Mais quand vous voyez cette équipe prester, ce n'est pas vraiment ça. C'est indigeste. C'est indigeste. Et est-ce que actuellement cette équipe, la fédération anglaise va pouvoir... Il est là jusqu'en 2024. Il est là jusqu'en 2024 et ça va coûter cher aussi à la fédération anglaise. Oui, tout à fait. Il va falloir faire avec au moins pour aller à la Coupe du Monde et derrière pour quel résultat aussi. Vous êtes inquiet. Moi je suis inquiet pour cette nation. Il est d'ailleurs critiqué par Trent Arnold. Justement. Et Gabriel Monlaron également qui l'a critiqué. Il dit lui il peut prendre sa retraite en attendant que un autre message fort. C'est un message fort parce qu'il n'est pas d'accord avec le sélectionneur. C'est vrai. C'est lui qui a permis à l'Angleterre de retrouver, on va dire, le haut niveau, le dernier carré d'une Coupe du Monde depuis des années. Maintenant ça ne va plus. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est à lui de trouver la solution. Oh là là, je n'aimerais pas être à la place de Gareth Southgate en ce moment. On rappelle que pour les Pays-Bas également, c'est du bénéf. Oui, ils ont eu le ticket pour le Final Four. Van Dijk même se permet de marquer contre la Belgique. Ça va bien pour les Oranges. Également, autre sélection qualifiée, c'est la Croatie de Luka Modric qui a fini devant le Danemark. 13,12 pour les Danois. La France est 3e et maintenue. On rappelle que le Final Four, c'est du 14 au 15
juin 2023, s'il vous plaît. On aura tout le temps, en tout cas, à arriver à cette étape-là. Et puis la finale, ce sera le 18 juin 2023. Il y a certains qui nous ont posé la question de savoir, la Ligue des Nations, c'est quoi exactement le mode d'emploi? On rappelle que c'est 55 pays, 4 ligues, et chacune des ligues A, B, C et D contre 16 équipes réparties en 4 groupes, sauf la Ligue D, où on retrouve beaucoup plus les sélections moins cotées, côté coefficient UEFA. Et donc, le premier de chaque groupe de la Ligue monte en Ligue supérieure pour l'édition 2022-2023. Et on rappelle que les deuxième et troisième de groupe sont maintenus. Le cas de la France, de Kylian Mbappé et du Portugal, de l'Allemagne, pas de l'Angleterre. Les quatrièmes des groupes des Ligues A et B sont relégués en Ligue inférieure. C'est le cas de l'Angleterre en ce moment. Ça fait mal, mais c'est la triste réalité. Merci beaucoup, messieurs. On va poursuivre notre aventure et désormais, nous ouvrons le grand chapitre des majeurs. Première Ligue Express News. Nous sommes toujours dans l'émission Plateau Foot Europe et ça se passe en direct du studio Messan Niamey. Un coucou spécial à l'empereur, au passage, s'il nous écoute. Alors, nous abordons, messieurs, le 9e acte de la Première Ligue après les obsèques de Sa Majesté, voilà, la Reine Elisabeth, le tout avec la Ligue des Nations. La première affiche, Arsenal-Tottenham. Qu'est-ce que ça vous dit, Vicente? Voilà. Ça, c'est un derby, c'est un vrai derby. On se rappelle de ce match-là ou de ce derby-là. J'ai une petite question pour vous. Oui. Question pour un champion. Allez-y. Mais je ne mets pas l'argent aujourd'hui dans la cagnotte. Le point commun entre Arsenal et Tottenham? Mais c'est des villes du Nord. Oui. Oui. Autre indice, autre élément plutôt? Autre élément. Ils viennent de la même ville. Oui. Londres. Oui. C'est fini? Non. C'est moi qui pose des questions. Arsenal, Tottenham. Oui, chez Emmanuel Adebayor. Ouais, voilà. Ouais, ça vous revient. Oui. Allez, maintenant vous pouvez continuer. Chez Emmanuel Adebayor. Emmanuel Adebayor fait les deux clubs. Donc, on a quand même vu par le passé ce derby-là qui souvent attire les projecteurs et qui souvent est très disputé. Soit c'est sur des scores de 4-4, 5-5 parfois, 3-3, que ce match-là, que ces deux équipes se séparent. Donc voilà, c'est toujours un derby. On va, pour l'instant, quand même... Arsenal est leader, Tottenham est derrière, troisième. Qu'est-ce que vous voyez dans la forme du moment des deux équipes? Pour moi, oui, la forme, c'est vrai, Arsenal est inarrêtable ces dernières semaines. C'est d'ailleurs le leader de la Première Ligue, le leader surprise, si on peut le dire. Manula était intraitable. On savait qu'à ce moment de la Première Ligue, c'est soit Man City ou Liverpool qui quand même est à la tête, mais Arsenal nous fait quand même ce plaisir étonnant d'être à la tête du championnat. Mais il ne faut pas oublier que les derbys sont des matchs à part. Les derbys sont des matchs à part, sont indépendants de la forme des deux joueurs, équipes qui vont jouer. Donc, je pense que ça reste un derby. On cherche l'adrénaline ailleurs. Évidemment, même si Tottenham a du mal à s'adapter à ces matchs-là, je pense que, comme c'est Arsenal, il va falloir aller le jouer à fond. Mikel Arteta face à Antonio Conte. Ah oui, il y a de l'expérience en face. Il y a de l'expérience. Et depuis, surtout côté Conte. Côté Conte, qui connaît bien le football anglais, pour avoir entraîné Chelsea, pour avoir maintenant en train d'être le manager de Tottenham. C'est quelqu'un qui connaît très bien ce football-là. Et puis Arteta, qui commence déjà par imposer sa vision de jeu et ça marche. Depuis le début de la saison, Arsenal est sur une très belle dynamique même absolument. S'ils ont fait une défaite, ça fait quand même 6 victoires. Voilà, et une seule défaite. Mieux que tous les autres. Mieux que tous les autres. En face, c'est Tottenham. Tottenham qui a 5 victoires, 2 nuls, aucune défaite pour le moment. Donc ça veut dire que c'est un match qui va se jouer. Le spectacle est vraiment au rendez-vous. Parce que prenez les statistiques, un petit avantage pour les Spurs. Avec 13 victoires, 12 pour Arsenal et 10 matchs nuls. Ce qui veut dire que quand il s'agit de ces matchs-là, ben voilà, toute l'Angleterre ou bien toute la ville de Londres est quelque part divisée. On va voir ce qu'il va se passer parce que là, les deux clubs, j'ai envie de dire qu'ils sont en forme. En tout cas, rien à dire concernant ces deux clubs, Arsenal, Tottenham, les hommes forts selon vous, côté Arsenal?
Mais côté Arsenal, je crois que ça doit être normalement Mikel Arteta. Parce que c'est le manager, ce sera une opposition de style entre ces deux messieurs-là. On connaît très bien Antonio Conte, quelqu'un qui ferme le jeu. On se rappelle encore de ce match-là entre Tottenham et puis Chelsea. Chelsea, oui. Tottenham, une équipe. La fameuse poignée de main. Oui. Tottenham, une équipe. L'autre est resté, l'autre est parti. Justement, une équipe de Tottenham qui ne joue pas forcément le jeu. Mais quand même, deux flèches supersoniques devant. Son et puis Harry Kane qui arrive à faire mal à leur adversaire. Et je crois véritablement qu'il va falloir que Mikel Arteta, comme je le disais, pose quelque chose en place avec ces joueurs-là, ces hommes forts surtout actuellement. Bukayo Saka, Martin Odegaard qui est devenu aujourd'hui le leader technique, capitaine également de cette équipe. Il va falloir aller chercher cette équipe de Tottenham parce que Tottenham ne fera pas le jeu. Ça, on le sait très bien. Aux Gunners d'Arsenal de pouvoir faire le jeu, faire plaisir à leurs supporters, pourquoi pas aller chercher le résultat. Justement, puisque cette équipe d'Arsenal a toujours des supporters un peu partout sur le continent et encore plus chez nous au Togo. Alors, un autre derby, nous allons du côté de la ville de Manchester. C'est City qui accueille United. Le premier d'un certain Ten Hag. À quoi s'attendre, surtout qu'entre-temps, ils ont battu Arsenal? Ce sera très compliqué pour Manchester United. On le sait très bien que c'est vrai, Manchester City aujourd'hui n'est pas le premier de la Première Ligue, mais c'est une équipe qui est déjà taillée pour aller chercher ce Graal-là. Cette saison. D'accord. Cette saison. Est-ce que Vicente et Franck partagent votre avis? On verra tout à l'heure. Allez-y. On verra bien, mais cette équipe de Manchester City, pour moi, c'est vrai que pour le moment, cette équipe n'a pas encore tout raflé, mais elle fait peur. Parce que dans cet effectif-là, vous avez par exemple un monsieur comme Erling Braut Haaland, qui sait jouer les derbies également. Auteur de 2 triplés déjà. Auteur de 2 triplés déjà. Est-ce que Harry Maguire sera là? Attention. Non, mais Ten Hag, lui, il ne choisit pas souvent Maguire. Il le met au banc. Pour le moment, en tout cas, on le met au banc. Admettons que Varane ait une petite égratignure, ce qui veut dire que Harry Maguire sera appelé. Titulaire, oui. Mais attention, il faut le dire, un derby reste toujours un derby, même si ça a commencé depuis 1881. C'est vieux. Et c'est l'un des derbys qui draine assez de foule du côté du royaume. Et on attend de voir ce que ces deux équipes vont quand même nous offrir le dimanche. United avec ses genoux, Sancho, Rashford, Elanga et tous les autres, sont-ils capables de renverser cette équipe de City? Lorsqu'on dit qu'un derby ne se joue pas, se gagne, ça veut tout dire. Ça veut prendre en compte tous ces paramètres. Je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on prend le papier, lorsqu'on prend la rhétorique, City est nettement au-dessus de United. Parce que là, City est deuxième, 5 points d'écart entre les deux clubs, même s'il y a un match en retard pour les Mancuniens, j'allais dire les Red Devils. Oui, donc je pense que les yeux fermés, on pourra dire que les hommes de Pep Guardiola ont la faveur des pronostics face aux jeunes dont vous avez cité, les Sancho, les Langa, et tout ce qu'il y a aujourd'hui avec Ten Hag. Mais j'ai envie de dire que cette équipe a cette faculté de pouvoir réagir lorsqu'on l'enterre un tout petit peu. Regardez ce match face à Arsenal. Face à Arsenal qu'ils ont gagné. Donc, il ne faut pas trop vite enterrer cette équipe des Red Devils, même si sur les 11 derniers matchs, il y a 5 victoires pour les Citizens, 2 seulement pour les Red Devils et puis 4 matchs nuls. Ça veut dire qu'il y a match, un derby. Ça ne se joue pas, ça se gagne. Vous allez regarder ce match, Vicente? Oui, évidemment, c'est un derby. Comme Franck l'a dit, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et on se rappelle très bien que Manchester United, au début de ce championnat, s'est fait battre par Brentford et West Brom Albion. Et puis, par derrière, il gagne Liverpool et Arsenal. Donc, c'est aussi une équipe imprévisible à suivre de près. Je sais que Guardiola et City sont très bien conscients de la situation de Manchester United qui peut surprendre à n'importe quel moment. Oui, ça c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier que Delanov l'a dit, cette équipe elle est bien taillée pour aller chercher le Graal, cette équipe de City. Ah, d'accord. Surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a
Haaland qui est là et qui marque n'importe quelle position, qui peut mettre la balle au fond quand il veut. Donc voilà, c'est un derby qui va se jouer. Attention surtout à cette équipe de Manchester United qui peut aussi surprendre parce qu'il a des joueurs, il a des arguments à faire prévaloir. Des joueurs qui ont faim également, qui ont envie de faire des résultats. On se rappelle d'ailleurs d'un derby où Manchester United était en grande méforme, mais a gagné sous Solskjaer, avec un Paul Pogba très intéressant en ce moment-là. Sauf que pour le moment, double buteur à l'époque. Il est au repos. Il est au repos, Paul Pogba. Alors, les fans de Chelsea vont suivre le déplacement de leur club du côté de Crystal Palace. C'est un petit derby de Londres également. Liverpool accueille Brighton. Newcastle sera en déplacement du côté de Fulham. On aura West Ham United, Wolverhampton et puis Leeds United qui accueille Aston Villa. On a terminé avec la première ligue anglaise. Désormais, nous nous intéressons à un autre majeur. Aquí está la Liga Española. En attendant de parler de la journée de la Liga, on va faire un petit clin d'œil à Karim Benzema qui a raflé 3 trophées du journal Marca. Dites-nous en plus. Oui, Karim Benzema est de retour de blessure. Et on a profité pour rafler 3 trophées, comme vous le dites si bien. Meilleur joueur de la Liga, meilleur buteur de la Liga et meilleur MVP des supporters. C'est quoi ça? Expliquez-nous un peu. Oui, Most Valuable Player. Ah, c'est pardon? Most Valuable Player. Ah, ben dis donc, oui, son anglais est énorme. Donc, c'est que les supporters également ont choisi. Donc, c'est normal, c'est logique. Il n'y a rien de surprenant. En attendant octobre qui est tout près là. En attendant le ballon d'or. Le ballon d'or. Ouais, quand je dis octobre, c'est le ballon d'or. Ouais, voilà. Le 17, on va. Le 17, Karim va célébrer tout simplement cette fête-là. D'accord. En attendant justement d'arriver à cette date fatidique, c'est quoi? C'est le 16, non, si je ne me trompe pas? C'est le 16, ou bien c'est le 16 octobre? Oui. 16 octobre, là? C'est un dimanche? 16 ou 17. 16 ou 17, oui. Ça doit être le 17. D'habitude, c'est souvent les jours ouvrables. On verra. Un lundi souvent. Un lundi souvent. Voilà, on va suivre tout ça et on vous dira. Alors, pour cette énième journée, c'est quoi déjà? Oui, la 7e journée va se jouer. Et donc, comme on l'a déjà dit, le Real Madrid va accueillir avec le retour de Benzema, probablement Osasuna. Je parle sous votre contrôle. Le Real toujours invaincu. Oui, le Real est invaincu. C'est 6 matchs, 6 victoires pour le Real Madrid. C'est une voie royale. Ça fait quand même 18 points leader de la Liga. Ça n'arrive pas tous les jours. Oui, et la dernière fois que cela est arrivé, c'est depuis la saison 1969-1970. Bon, ce qui me réjouit, vous n'étiez pas né à cette époque. Alors, il y a Zarif qui nous suit et qui dit que c'est le 17 octobre. Donc, le 16, 24 heures après, ce sera le 17 octobre pour la remise du Ballon d'Or. Allez-y. Évidemment. Le Barça également va se déplacer à Majorque le samedi à 19h. Le Barça est deuxième, naturellement. Derrière le Real avec 16 points également. Et donc, il faut aussi parler de Retafe. Oui, allez-y. Qui va recevoir Valladolid avec un retour probable de Digne Dakonam qui, depuis 2 journées, n'a pas joué de match de Liga. Maintenant, déjà ce soir, l'Athletic Bilbao va recevoir Almeria à 19h et Cadiz demain reçoit Villarreal. D'accord. Il y a choc entre Séville et l'Atlético de Madrid demain à 16h. Vous savez pourquoi je réagis? Séville est à quelle position? Quand on considère un peu la place de Séville, ils sont dans la deuxième moitié du tableau. Oui, Séville est 16e. 15e ou 15e. Mais ça reste un choc selon vous, c'est vous les spécialistes. Ça reste un choc, comme on le dit, un derby, c'est un derby. Tout à fait. Voilà, dimanche, Espagnol de Barcelone reçoit Valence plutôt, et Celta Vigo joue Betis Séville, et la Real Sociedad se déplace à Girona. Et voilà, Rayo Vallecano contre Elche lundi pour clôturer la 7e journée de la Liga. La 7e journée de la Liga qu'on suivra en tout cas pour le compte de faire le point lundi pour savoir si le Real reste sur sa marche royale ou va être peut-être rattrapé ou peut-être déplacé au classement. Muchas gracias, Señor Vicente. Hasta pronto. Et l'on continue toujours le tour des majeurs et désormais nous sommes du côté de
Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. Franck, avant de dérouler la énième journée de la Bundesliga, intéressons-nous un peu au moment de galère de Julian Nagelsmann. Ah oui, il est secoué, il est dans une zone de turbulence. Il est vraiment secoué, ça fait 4 matchs qu'il ne gagne pas, qui plus est, à une défaite sur la dernière sortie du Bayern lors de la 7e journée, et ça complique un peu sa situation. La preuve, le Bayern est actuellement 5e de la Bundesliga, et ça fait parler un tout petit peu le board qui se réserve pour le moment de faire quelques sorties, que ce soit par rapport à son avenir. On susurre le nom de Thomas Tuchel, qui a envie d'aller prendre cette équipe du Bayern, mais pour le moment, ce n'est pas encore, on va dire, à l'ordre du jour. On veut lui laisser encore la chance de pouvoir continuer. Delanov, cette 5e position du Bayern, c'est quoi votre impression par rapport à ça ? Non, je crois que cette équipe doit mordre les doigts, doit s'apprendre à elle-même. Parce que c'est vrai, c'est une équipe ou bien une institution qui sait vraiment gérer toutes ces pressions qui viennent de part et d'autre. Oui. Mais actuellement, les résultats ne suivent pas, ce qui veut dire que... Vous pointez du doigt les joueurs ou le système ou le dispositif de Nagelsmann? Je crois aussi qu'il y a des équipes qui sont mieux préparées aujourd'hui pour pouvoir affronter cette équipe de Bayern Munich. Parce que c'est vrai, le Bayern, sur ces 10 dernières années, c'est la même chanson. Oui. À la fin, c'est Bayern qui gagne. Vous connaissez les comment dit-on ça, les notes de cette chanson? Oui, c'est do ré mi, do ré mi, do ré mi. À la fin, c'est Bas qui finit, quoi. Super. Parce qu'on a vu Dortmund, on a vu Leipzig, on a vu entre-temps le Borussia Mönchengladbach. Et à la fin, c'est Bayern qui finit avec la musique. Et donc aujourd'hui, il y a de ces équipes-là, on en parlait depuis. Il y a Union de Berlin qui est là, qui est en train de faire belle impression ce début de saison. Et donc, il y a aussi de ces paramètres-là qu'il faut prendre en compte. C'est vrai que ces joueurs, par exemple, Sadio Mané n'est pas vraiment dans son assiette. Mais au départ, on avait cru qu'il était bien intégré. Là. Qu'il était bien intégré, mais aujourd'hui, quand les résultats, les performances n'arrivent pas à suivre, le doute s'installe. Oui. Et donc, tout ce groupe-là, il va falloir remobiliser véritablement cette troupe-là pour aller chercher le Saladi à la fin. Vous voyez quel problème du côté du Bayern avant de laisser Franck continuer? Non, moi je pense que les rôles sont mal distribués. À quel niveau? Que ce soit sur le terrain que dans le vestiaire, c'est vrai, on connaît Nagelsmann. Il manque de cadre? Il manque de cadre, mais Neuer, aussi il est là. L'inexpérience. Müller est là, Kimmich est là, oui, Goretzka. Évidemment, mais je parle du coach. Il fait quand même preuve de l'inexpérience parfois dans ses propos, dans ses tirs. Est-ce que parfois également, je vous pose cette question, le fait par exemple de voir Neuer, Müller, Goretzka, Kimmich, qui ont tellement eu une belle carrière de footballeur, ça annihile un tout petit peu son charisme ou son autorité en vestiaire? Oui, c'est possible, mais je pense qu'il doit quand même avoir la même mission. Il doit être déçu. Là, c'est vrai que ces joueurs-là ont eu une véritable carrière extraordinaire, exceptionnelle. Ils ont eu ce sont des stars, des trophées. Lui, voilà, c'est une petite star. Ce sont des stars, mais je pense qu'en tant que coach, il doit quand même surpasser cela et avoir la même mission sur le vestiaire, ce qui peut également faire du bien à cette équipe-là. Non seulement à cette équipe, mais aussi à ces nouvelles recrues qui viennent chaque jour, à ces nouveaux jeunes-là, Upamecano et autres qui n'arrivent Musiala et tous les autres, Sabitzer, pourquoi pas. Pardon? Jamal Musiala. Oui, c'est un joueur. Vous n'avez pas la parole. Sur ce plan, vous avez cité des noms, les cadres, les patrons de cette équipe, Kimmich, Müller, Neuer, Goretzka et tous les autres. Heureusement que jusqu'à présent, ils n'ont pas eu d'accro avec leur entraîneur. Ils s'entendent bien. Mais c'est vrai qu'après, il faut quand même saluer ça aussi. Il faut saluer ça. Oui, ça n'arrive pas tous les jours. Le vestiaire n'est pas entamé. Oui. Je pense que c'est des gens qui se respectent, qui se parlent dès qu'il y a problème. La preuve, après cette défaite, je pense que Müller a parlé.
Il a dit que c'est une mauvaise passe, il va falloir rapidement se retrouver. On a écouté également De Ligt qui a dit mais nous sommes le Bayern et nous devons revenir, nous devons retrouver notre ADN, nous devons gagner. Donc ça a parlé entre joueurs, entre staff pour rapidement changer, on va dire, cette mauvaise passe. Donc ça commence dès ce soir avec ce match face au Bayer Leverkusen, surtout que mal classé. À partir de mardi, la Ligue des Champions revient. Voilà, allez-y. Le Bayern Leverkusen qui est 15e et qui va défier un Bayern, j'allais dire, blessé. Donc ça va être un match assez intéressant. On va pouvoir mesurer aujourd'hui la capacité de réaction de Manuel Neuer et de ses coéquipiers. Et puis on aura à partir de demain le match entre Cologne et puis Dortmund. Et Wolfsburg qui va défier Stuttgart, deux clubs qui ont le même niveau, 16e, 17e. On verra bien. Et puis Leipzig qui ne va pas bien clairement cette semaine, cette saison. 12e au moment de recevoir le dernier Bochum. Ça c'est également un autre cas, un autre problème. Bochum qui n'arrive pas à se libérer. On aura ce match entre le leader qui se déplace chez Francfort, Union Berlin justement, qui joue contre le 7e Fribourg à rendez-vous avec Mayence. Et puis les matchs de samedi se terminent par Werder et le Borussia Mönchengladbach. Dimanche, deux matchs pour boucler cette 8e journée. Hertha Berlin, 13e, qui va accueillir le club cher à Illas Bédou Offenheim, 4e. Et à l'arrivée, à la fin, on aura ce match entre Schalke 04 et puis Wolfsburg. Et on attendra de voir exactement la sortie d'Offenheim dans ce championnat. Illas Bédou également très attendu pour son retour probable dans les semaines à venir. Peut-être pourquoi pas, on n'est pas dans les secrets des dieux cette fin de semaine. On va suivre en tout cas le déplacement ou bien la feuille de match d'Offenheim et on vous donnera les informations lundi, toujours dans ce même studio et avec cette même et formidable équipe. Et désormais, nous parlons italien. Benvenuto Calcio Italia. Il y a des affiches dans ce championnat, toujours après la trêve internationale. Toujours après la trêve internationale, il y a toujours eu de très belles affiches. Et messieurs, je vous conseille ceci demain samedi à 16h. Éteignez vos connexions et mettez-vous devant votre poste téléviseur. D'accord. José Mourinho revient au Giuseppe Meazza. Oh là là, le grand retour de Sa Majesté. José Mourinho. On rappelle qu'il avait déjà gagné la Ligue des Champions avec l'Inter Milan. Avec l'Inter Milan. Vous vous rappelez en quelle année? En 2010. Avec Samuel Eto'o, latéral. Justement. Contre le Bayern de Munich. Ça, et puis début de Diego Milito. Exactement. L'Argentin. Ah oui, exactement. Et donc tout démarre demain autour de 13h avec le premier, Napoli, qui reçoit Torino, actuellement classé 9e, qui fait un bon début de saison également. Comme je le disais, l'Inter Milan reçoit l'AS Rome de José Mourinho sous le coup de 16h au Giuseppe Meazza. À 18h45, Empoli va jouer l'AC Milan et dimanche à 10h30, la Lazio Rome reçoit la Spezia. Autour de 13h, Lecce joue Cremonese, la Sampdoria reçoit Monza. Silvio Berlusconi. Il est toujours là. Sassuolo joue Salernitana et à 16h, l'Atalanta reçoit la Fiorentina et la Juventus offre son hospitalité à Bologne autour de 18h45. Et ils sont attendus. Ils sont attendus aussi, également. Allegri et puis tous ces hommes, Quadrado, tout ce que vous voulez. Arcajus, Rabiot et puis tous les autres. Ils sont et Vlahovic également. Vlahovic avec sa patte gauche. On salue au passage un certain AGT sur la plateforme. Il est seul, Juventini, sur cette plateforme. Alors, les nouvelles de Napoli. Le Napoli joue contre qui déjà là? Naples joue Torino. Demain à 13h. Ça veut dire que normalement, cette équipe doit gagner. Normalement, ça doit gagner parce qu'on sait que Napoli, en ce début de saison, c'est une équipe qui va très bien. Même si Osimhen est actuellement baissé, il devait normalement faire son retour ce week-end. D'accord. Je crois que le club napolitain part quand même avec la faveur des pronostics face à Torino, même si Torino actuellement est classé 9e. Mais une équipe, on est en football. Il faut rester prudent. Il va falloir que Visha Varazkelia puisse encore sortir des choses ce week-end. J'aime la prononciation. C'est un Géorgien, non? C'est ça? Oui, c'est un Géorgien. Et le nom, quand vous voyez ça sur le maillot, c'est compliqué. Beaucoup de consonnes. Avec beaucoup de cas.
avec beaucoup de cas. C'est un joueur intéressant. C'est un joueur intéressant on lui promet un bel avenir. Un bel avenir, 21 ans aujourd'hui. Voilà. Je crois qu'il a quand même une marge de progression. Il va falloir avoir la tête sur les épaules, travailler. Très important ce que pourquoi pas faire honneur à Maradona, comme son surnom Varadona. Oui, Varadona, la dernière fois qu'ils ont gagné le Scudetto, ça remonte à 90. Hein. C'est vieux. Très vieux. Grazie mille. Diniente, signor. Delanov, ça sonne bulgare, mais je ne sais pas comment on doit dire ça en italien. Bon. Delanov, ça va. Allez, on se permet le dernier tour des majeurs et nous sommes du côté de... Total Info Ligue 1. Info Ligue 1. Avant que nous nous jetions dans les joutes verbales dans le débat, on va parler rapidement de la 9e levée de la Ligue 1 avec Angers-Marseille déjà ce vendredi. Marseille avec Igor Tudor qui a envie de gagner, reprendre sa marche en avant. Strasbourg, samedi, reçoit Rennes. Paris Saint-Germain joue à domicile contre Nice avec un Neymar. Il est en feu quand vous voyez ce jour avec sa sélection. Il n'y a rien à dire là-dessus. Dimanche, on aura Lorient-Lille, Toulouse-Montpellier, Brest-en-Auxerre. 3 accueille Reims. Ajaccio joue contre Clermont Foot. Monaco accueille sur le Rocher Nantes. Et puis on aura un intéressant Racing Club de Lens de Seko Fofana face à Lyon. Qui a fait mal aux éperviers la dernière fois. Vous aimez remuer le couteau dans la plaie, vous. Seko Fofana. C'est un jeu intéressant. Voilà qui est dit en ce qui concerne les tours des majeurs. Et désormais, on va faire le débat. Plateau Foot Europe sur Sport FM. La tribune où les spécialistes disent tout haut ce que le public pense tout bas. Alors, messieurs, nous sommes dans le vif du sujet. Nous évoquons le débat des spécialistes. Alors, la question qui revient et qui est revenue justement cette semaine, c'est la question relative aux cascades de blessures des joueurs dans les 5 grands majeurs. Et selon une étude de cabinet de courtage anglais, il semble aujourd'hui que c'est en Angleterre justement qu'on recense le plus grand nombre de joueurs blessés. Suivent la Liga, la Bundesliga, la Ligue 1 et pourquoi pas également la Serie A italienne. Alors, mon cher Vicente, je me tourne vers vous aujourd'hui. Le fait aujourd'hui d'avoir tellement de blessés, est-ce la mauvaise hygiène des joueurs ou selon vous, c'est la charge du travail des joueurs? Aujourd'hui, on va se passer de la mauvaise hygiène des joueurs pour parler de la charge qu'inflige que ce soit l'UEFA, la FIFA et autres, avec tous ces matchs-là, tout ce pléiade de matchs internationaux, de matchs de Ligue des Champions d'ailleurs, avec la Coupe du Monde qui est là. Donc, on a quand même vu le format des matchs de poule de Ligue des Champions ces dernières journées. Donc, je pense qu'avec tout ça, les joueurs sont sous pression. Que ce soit la pression psychologique qui déteint également sur le physique. Donc voilà, on peut l'expliquer par-ci, puisque une étude d'ailleurs, comme vous l'avez dit, a signifié que les blessures sont en hausse de 20% par rapport aux blessures de la saison passée, ce qui signifie tout simplement que les joueurs sont en danger. Et on risque même de voir une Coupe du Monde plus ou moins au rabais, moins performante. Peut-être, et des performances qui vont également impacter sur les performances en club par rapport aux joueurs. Franck, quand on considère un peu la déclaration d'Igor Tudor qui dit oui, on va jouer 11 matchs en 47 jours, il est obligé de l'accepter parce que le foot business a pris tout le terrain. Il y a beaucoup plus d'argent dans le football maintenant. Lorsqu'il fait ce calcul, vous prenez le ratio, ça fait, on va dire, un match tous les 4 jours. C'est trop avec la charge émotionnelle, la charge physique qu'on met sur les joueurs. C'est évidemment pas inacceptable. Maintenant, vous parlez d'argent. Lorsque l'argent parle, tout le monde se cache. On prend par exemple cette Coupe du Monde qu'on ramène en novembre-décembre au Qatar. Une petite parenthèse, vous êtes pour ou contre?
Moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Mais il y a au-delà de tout ça le spectacle. Le spectacle, on vit, oui. mais il va falloir chercher rapidement des solutions parce que les joueurs sont souvent cramés. Oui. Vous voyez un peu ce que ça donne. On parle de plus de 600 millions pour soigner les blessures chaque saison. Une augmentation. Et ça, c'est à la charge des clubs. Voilà, ça c'est une augmentation de 20%, selon l'agence Howden, l'agence britannique. Donc, je pense qu'il va falloir trouver des solutions et le syndicat mondial des joueurs, la FIPRO, qui demande une période de 4 semaines de repos. Vous pensez qu'elle serait écoutée, Franck? Bon, par rapport au calendrier actuel, ça va être... C'est impossible, pratiquement. Possible, oui. On a fait un peu le cooling time également pour soulager les joueurs. On a fait venir 5 remplaçants désormais, mais ça ne semble pas résoudre le problème. Les joueurs sont tellement sollicités physiquement, émotionnellement. Donc, il va falloir trouver forcément des solutions avec cette Ligue des Nations qui vient encore rajouter des choses, un programme rallongé à chaque fois. Tout à fait. Mais on se demande qu'est-ce que ça va devenir. Nous sommes en train, en ce moment, de torcher sur les institutions qui organisent ces compétitions. Parlons un peu des joueurs. Sont-ils obligés aujourd'hui d'accepter, vu le contexte? Moi, je crois que l'individu qui ne veut pas dit non. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit certains de ces joueurs-là. Peut-il laisser le football aller faire un autre business? Non, pas laisser le football aller faire un autre business. Je crois qu'il y a d'autres stars de cette discipline-là qui peuvent hausser le ton, mais aujourd'hui, on ne les sent pas, on ne les voit pas. Cristiano, Messi, Neymar, Mbappé et tous les autres là, ils sont plus intéressés par leur argent, par leur compte en banque. Justement, et je crois aujourd'hui que Mbappé devrait parler sur ce côté-là. Ah d'accord, normalement. Il a quelque chose à dire. Si toutes ces institutions-là doivent mettre un frein par rapport à tous ces matchs-là aujourd'hui, je crois qu'il va falloir que les joueurs commencent par dire non. Pourquoi ils en ont le droit quand même. En faisant quoi, par exemple? En disputant par exemple la Ligue des Nations, je prends juste la Ligue des Nations, on nous convoque, on vient, on joue, on refuse de prendre des primes. D'accord. C'est un message fort. Pour moi, ça peut changer quelque chose. Ce qui veut dire que c'est vrai, on ne joue pas forcément pour l'argent, mais on joue aussi pour se donner de la joie. Exactement, on joue aussi pour se faire du plaisir. On joue aussi parce que c'est quelque chose qu'on aime. Mais Delanov, le spectacle a perdu de la place depuis un moment. Parce que maintenant, c'est le foot business. Mais c'est leur vie qui est en jeu quand même. On a vu le cas de Christian Eriksen. Oui. Bon, c'est vrai que pas forcément relatif à la charge des matchs, mais c'est un cas qui peut se poser. Évidemment, j'aime bien les doléances de Leanov, sauf que les réalités sont tout autres aujourd'hui. C'est le foot business. Ça va tomber dans les oreilles sourdes. L'humain est relégué en deuxième position. Et l'argent est devant. Malheureusement. Le capitalisme a pris la place. Oui, c'est quand même curieux là. C'est l'argent. Le football se joue beaucoup plus dans les bureaux. Voilà, et puis j'ai comme l'impression que la FIFPro, au-delà de sa force, n'arrive pas. Elle est fragile. Voilà, elle est un peu fragile. Alors que ce syndicat peut quand même permettre aux joueurs de souffler un tout petit peu. Voilà. Elle a les moyens. Elle rassemble, on va dire, cette association, ou bien ce syndicat. Tous les grands joueurs du monde. Les grands joueurs du monde. Les grandes fédérations. Pour moi, ils sont complices également. Justement, lorsqu'on écoute, ils ont les pieds et poings liés. Lorsqu'on écoute la réaction de Mbappé, par exemple, par rapport à la FFF la dernière fois, parlant des contrats, des droits d'image, il pourrait faire la même réaction sur ce côté-là, en demandant quand même à la FIFA ou bien à l'UEFA de pouvoir revoir le calendrier. Ce qui, par exemple, confirme un peu cette recherche permanente de l'argent pour les joueurs. Ici, malheureusement, ils sont complices. Ici, toujours la question de l'égocentrisme, rien, tout pour moi seul. Oui, quelque part, par rapport au Paris Saint-Germain, on peut parler dans ce sens. Bien sûr, allez-y. Mbappé. Et puis, sur le plan global. Aujourd'hui, tous les joueurs stars veulent avoir, on va dire, le plus gros salaire. N'est-ce pas? Lorsque vous vous imposez à ce niveau, on vous demandera de faire plus aussi. Alors, il y a l'autre question également. On parlait tout à l'heure des organisateurs ou des institutions organisatrices de ces compétitions. On a touché les joueurs. On revient un peu encore sur les organisateurs ou les cellules organisatrices. Il semble même que bientôt, la Coupe du Monde va passer de 36 sélections à 32 à 48. Mais c'est quand même assez extraordinaire. C'est extraordinaire. Et ça risque de passer. Et
Et ça va passer. C'est même passé déjà. Ce n'est pas que ça risque de passer, ça va passer. Et depuis quelques années, on voit que ce sont simplement quelques affiches qui arrivent véritablement à mettre tout le monde en haleine. Il y a aujourd'hui des affiches quand tu écoutes par exemple Portugal-Gibraltar, ça ne te dit rien parce que tu sais que derrière, ce sera toujours le Portugal qui aura à flanquer, pourquoi pas 5 buts à cette nation-là. Et ça n'augure plus vraiment ce spectacle-là que le football nous a toujours offert. On se rappelle des matchs où Liverpool, AC Milan, lors de la finale de la Ligue des Champions 2005 et 2007, on a vu des spectacles par le passé qu'aujourd'hui, c'est difficile de pouvoir voir des joueurs performer avec ce gnac-là. C'est très difficile. C'est très difficile aujourd'hui, mais vous savez, ces joueurs-là aussi, l'argent là va sur leur compte. N'est-ce pas? Il faut assurer leur lendemain. Il faut assurer tout simplement, il faut assumer leurs responsabilités. Ouais, on est quand même dans un imbroglio total, hein, parce que là, on sent que les joueurs ont eux aussi besoin d'argent. Il faut assurer les lendemains. Quand on voit certains joueurs, malheureusement, qui ont gagné autant d'argent pendant leur carrière, mais qui finissent, je peux dire, clochards à la fin de leur carrière ou après leur carrière. Bon, ça peut se comprendre. Alors, messieurs, en tout cas, on suivra le débat et il y a certains même qui ne sont pas d'accord de participer à la prochaine Coupe du Monde. Il y a par exemple le légendaire Bastian Schweinsteiger aussi. Il y a un autre Allemand dont le nom m'échappe un tout petit peu, de taille courte. Oh là 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 là, le trou de mémoire. Philippe Lam. Philippe Lam qui a dit qu'il n'ira pas du tout au Qatar. Donc voilà, Eric Cantona également l'a déclaré, je n'irai pas voir cette Coupe du Monde, je la regarderai même pas à la télévision. Bon, lui il peut le faire. Lorsqu'on connaît l'homme. En tout cas, après c'est sa télévision. Elle est bonne celle-là. Et ça va se terminer dans la bonne humeur et dans la joie, tout en espérant se retrouver lundi. Mon cher Vicente, un clé d'œil à 2-3 personnes. Et rapidement, Zarif Champion qui nous a suivi, Julien dans l'été, Yves Roland, c'est-à-dire les supporters champions. On a compris, on a compris. L'idéal de la Liga, je n'oublie pas Marcelin sur nous, le Bavarois. Le Bavarois. Et ça fait la différence. Je souhaite un joyeux anniversaire à un ami, Jérôme Aïssou. Plein de Jérôme Aïssou. De réussite, mon frère. Il y a un autre Jérôme également qui fête son anniversaire aujourd'hui. C'est notre aîné, de nos aînés, Jérôme Sossou, du Triangle des enjeux. Bonjour à tous ceux qui nous ont suivis. Et très bon début de semaine à toutes et à tous. Et bonjour également à maman. On n'oublie pas. Toujours. Franck. Oui, bonjour à Rafat Chakoura. C'est un inconditionnel de cette émission. Adam Abdou, vulcanisateur. On dit bonjour à Ampoule également. Et puis Mohamed Touré, excellent début de week-end à toutes et à tous. Merci beaucoup, messieurs. Un clin d'œil à Dagan de Madrid, Yvette Clousset, Sikarovi, Fifi Assogbavi. Et on se donne rendez-vous lundi avec la même flamme, le même amour de vous servir. Merci à Eloma Dovon, merci à Théoua Javon. L'émission est à retrouver, sur la page YouTube de Sport FM, la radio qui mouille le maillot. À très bientôt. Ciao, ciao.